Comment savoir si une entreprise est effectivement rentable en bourse ou pas? Je reçois très régulièrement sur Instagram des messages du style comment savoir si finalement l'entreprise là c'est un bon investissement ou pas. Si les ratios sont corrects, si l'entreprise génère de l'argent, elle est rentable, elle n'est pas trop endettée, comment finalement on sait un petit peu tous ces ratios financiers, comment les interpréter? Alors du coup, je vous ai demandé une liste d'actions sur Instagram qui vous intéressaient, vous m'avez donné quelques actions et aujourd'hui l'objectif c'est de les classer de l'entreprise la plus rentable à la moins rentable et surtout de vous expliquer ben, voilà, concrètement pour quelles raisons elle est considérée comme rentable ou au contraire déficitaire ou au contraire à peine rentable, ce qu'on appelle break-even. Je vais vraiment te montrer dans cette vidéo concrètement quels sont les ratios qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, si ça t'intéresse, ici je te montre vraiment la partie, tout le process qu'on utilise au sein de l'accompagnement même et ce que j'applique derrière pour vraiment analyser une entreprise. Tu verras qu'on a un premier filtre où c'est une partie analyse quantitative, donc c'est vraiment regarder les chiffres à proprement parler du business de l'entreprise. On va avoir différents filtres à appliquer hein, avec le compte de résultat, le bilan comptable, le flux de trésorerie pour ensuite, du moment que c'est vert et qu'on a validé cette étape-là, passer à l'étape suivante qui est la partie qualitative où là on va regarder le cœur de business, comment elle se comporte par rapport à ses concurrents, quel est son avantage du coup concurrentiel, hein, ça douve ce qu'on appelle son moat. Et également, du moment que ce filtre-là est validé, eh bien, on va une fois après regarder le prix de l'action. Est-ce que du coup, c'est un bon prix ou au contraire, est-ce que c'est trop cher en ce moment, pas assez, enfin, sous-évalué, du coup, ce qui serait intéressant. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer donc, sur cette partie, hein, finalement, analyse quantitative et vraiment ce côté rentabilité. Et si de ton côté, c'est quelque chose qui t'intéresse de vraiment aller peut-être plus en détail et de voir les autres aspects d'une analyse, hein, la partie croissance, l'endettement, le potentiel, également la partie qualitative, et d'avoir vraiment cet aspect vraiment autonomie, où c'est exactement ce qu'on t'enseigne du coup au sein de l'Odyssée, tu as une rapide vidéo en description qui t'explique vraiment déjà qui je suis, concrètement quel est mon parcours, les personnes que j'ai aidées, un petit peu comment fonctionne la méthode, et vraiment l'entièreté un petit peu de l'analyse d'action. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le premier aspect de ce premier filtre, comment décortiquer un petit peu la rentabilité finalement d'une entreprise. Pour ce faire, du coup, comme je t'ai dit, je vous ai demandé des entreprises sur Instagram qui vous intéressaient. Et on a donc Google, Nestlé, Take-Two, Apple, PayPal, Air Liquide et Tesla. Et on va simplement les classer, donc littéralement d'une machine à cash. Donc c'est une entreprise qui fait énormément d'argent. Littéralement, c'est comme si on avait une machine en face de nous, on met un franc, est-ce qu'on a 2 francs qui ressortent ou on a 50 centimes? C'est un petit peu la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et ensuite, on aura voilà, profitable, donc c'est vraiment une bonne entreprise, rentable, c'est juste un bon investissement, une entreprise qui tourne correctement. Et est-ce que l'entreprise est en déficit? Et tu verras, il y a une ou deux entreprises qui sont un petit peu dans ce cas de figure aujourd'hui. Et avant de concrètement aller sur l'outil d'analyse, hein, le site concrètement pour voir un petit peu ces entreprises, je trouvais intéressant de t'expliquer le fonctionnement vraiment des ratios financiers. De pas juste faire une petite vidéo, on va dire, de divertissement où tu regardes ça un petit peu du coin de l'œil et tu vois, ok, bah, Apple est là, Google est là, Nestlé on l'a mis là, etc. Et super, à la fin de la vidéo, tu n'as pas forcément appris grand chose, mais tu as pu voir un petit peu le classement des entreprises, mais vraiment que tu aies une meilleure compréhension finalement de ces ratios de rentabilité. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on classe ces différentes entreprises, c'est important que tu comprennes comment se constitue un bilan comptable d'une société. Ici, tu vois, sur la partie de gauche, on a les actifs et sur la partie de droite, on a les capitaux. Les capitaux totaux, donc on va scinder en deux parties, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour rester vraiment très simple, on va avoir la dette qu'a levée l'entreprise, donc c'est littéralement elle était voir la banque pour avoir de l'argent pour ensuite vendre son produit, son service, et également les capitaux propres. Donc nous, en tant qu'actionnaires, quand on achète des actions Apple, Google, etc., eh bien notre argent va en fait dans ces capitaux propres. Ces capitaux propres, donc les 150 000 francs, ici tu verras que la partie dette plus capitaux, c'est vraiment toujours équivalent à finalement les actifs. Donc finalement le montant des actifs est toujours équivalent au montant des capitaux totaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'en fait cet argent-là, c'est tout l'argent qui a été mis à disposition de l'entreprise pour ensuite vendre du coup son produit et son service. Et tu verras que cette compréhension est vraiment utile pour ensuite voir ce qu'on appelle le ROIC et même alors le VAC, je vais t'expliquer ça dans quelques secondes. Mais en gros, si je te prends par exemple le bilan comptable de Alphabet, donc de Google, hein, simplement, tu viens ici sur les 30 ans de données financières. Alors on va juste classer des plus récents, donc 2024. On va aller simplement sous le balance sheet, donc le bilan comptable, hein, c'est ce qu'on peut voir juste avant. Donc on prend par exemple le total des actifs, on est à 450 milliards. Et simplement si on voit le total des passifs, donc les 125 plus les totals des capitaux propres, donc les 325, donc 325 plus 125, ça nous donne bien du coup nos 450 milliards finalement d'actifs. Donc notre partie de droite, le total de la dette plus le total des capitaux propres, est bien équivalent du coup aux actifs.
Ce qui nous permet ensuite de comprendre, finalement, alors tu verras que la partie droite ici, le chiffre d'affaires finalement, moins les dépenses, qui va générer donc un bénéfice brut, hein, c'est vraiment le bénéfice général qu'a généré l'entreprise en vendant à proprement parler son produit, son service. On va encore déduire du coup les salaires, les loyers que paye l'entreprise par rapport aux entrepôts, les stockages, les coûts des matières premières, ce genre de choses. On va obtenir ce qu'on appelle le bénéfice opérationnel. Le bénéfice opérationnel, c'est vraiment le cœur de métier finalement de l'entreprise, hein, vraiment à proprement parler de qu'est-ce qu'elle vend aujourd'hui, son produit-service, combien ça lui rapporte concrètement. Ça va nous permettre de juger la rentabilité de la boîte. Et ensuite, on enlève du coup tout ce qui est taxes et impôts et on obtient le bénéfice net. Pourquoi je suis revenu en fait sur ces capitaux? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, par rapport aux 150 000 francs, donc dans notre exemple fictif de potentiel qu'a l'entreprise, eh bien, on va le mettre en comparaison avec le bénéfice opérationnel. Pourquoi? Parce que ça va nous donner ce qu'on appelle le ROIC, donc le Return on Invested Capital. Et en fait, on va regarder le potentiel qu'avait l'entreprise par rapport à l'argent qu'elle a réellement généré sur son cœur de business. Donc vraiment le bénéfice opérationnel par rapport aux produits, services qui vraiment sont son cœur de business. Et je te juste mets un petit attention, mais en réalité c'est pas exactement par rapport au bénéfice opérationnel, c'est par rapport à ce qu'on appelle le net operating profit after tax. Donc en gros c'est le bénéfice opérationnel moins le taux d'imposition. Mais je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Mais si je te prends simplement l'exemple ici de notre entreprise fictive qui a 150 000 francs de capitaux totaux, par rapport aux 70 000 francs de bénéfice net, de bénéfice opérationnel, qu'elle a généré, ça nous ferait un ROIC donc de 46%. C'est-à-dire que par rapport à son potentiel d'argent qui lui était mis à disposition, elle a une rentabilité de 46%. Ce qui est vraiment incroyable, en tout cas dans notre exemple. Et tu vois qu'il y a d'autres boîtes qui ont aussi des ROIC qui sont vraiment intéressants. Et ce ROIC, au-delà du coup de juste l'avoir comme information, il faut toujours le mettre en comparaison avec ce qu'on appelle le WACC. Alors le WACC, c'est le Weighted Average Cost of Capital. Je ne sais pas si la façon dont je le prononce, le WACC, c'est très juste, mais en gros, c'est la rentabilité minimum que doit atteindre l'entreprise pour être ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire pour ne ni gagner d'argent, ni en perdre, pour être vraiment à 0,0. Si je te prends l'exemple, on avait notre entreprise qui avait 150 000 francs de capitaux totaux. Eh bien, cet argent qui a été prêté par la banque et par nous, les actionnaires, eh bien, l'entreprise va devoir avoir un certain seuil de rentabilité pour ne pas perdre d'argent et, alors évidemment il va falloir en générer, mais pour éviter d'en perdre de l'argent, il va falloir au moins atteindre ce seuil de rentabilité. Donc là dans l'exemple ça peut être 10%. Et si on voit qu'une année l'entreprise est à 12% de rentabilité, eh bien elle va avoir donc un ROIC qui va être positif, supérieur donc au WACC, donc c'est-à-dire qu'elle va gagner de l'argent, créer de la valeur. Et au contraire, si l'année suivante son ROIC est inférieur au WACC, eh bien simplement elle va perdre de l'argent. Donc en fait nous en tant qu'investisseurs, on va prêter de l'argent à une société qui va littéralement cramer notre cash. Et simplement, si l'entreprise est à 10% de rentabilité, donc égale au WACC, eh bien tout simplement, on va avoir une entreprise qui est ce qu'on appelle break-even. Elle ne crée pas de richesse, mais elle n'en perd pas non plus. Elle ne détruit pas de valeur. Et c'est vraiment important de comprendre ce que c'est que ce ROIC et ce WACC pour avant de, du coup, aller voir en fait comment on compare un petit peu la rentabilité de ces boîtes. Donc maintenant que l'introduction qui est un petit peu longue a été faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec du coup les différentes entreprises que l'on va proposer sur Instagram. Donc on a tout simplement Google. Donc si je reprends du coup notre première entreprise, on l'avait juste ici. Ici tu peux aller voir donc sur GrowFocus. Alors tu n'auras peut-être pas exactement la même configuration que moi parce que tu vois GrowFocus c'est assez intéressant parce que tu peux vraiment manipuler comme tu le souhaites l'interface, mais de manière générale tu auras un petit peu les mêmes infos. Ce qui nous intéresse ici pour le côté rentabilité, c'est évidemment du coup les marges. C'est pourquoi on va prendre les marges et pas les montants, parce que quand on parle de finances personnelles, d'investissement, etc., c'est toujours intéressant de prendre les proportions, donc en pourcentage, et pas les montants. Que l'entreprise ait fait 5 milliards de bénéfices ou 500 milliards, c'est pas forcément le montant qui va être important. Nous, c'est combien elle a gardé en pourcentage, en proportion dans sa poche. Et ici, on voit du coup, alors c'est les premiers indicateurs à regarder, hein. On va voir la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette. Ce qui va plus nous intéresser, c'est le côté de la marge opérationnelle, parce que c'est vraiment le cœur de business de la société. Ici, on voit qu'on a 32%, ce qui est vraiment énorme. Et surtout, quand on compare avec le reste de l'industrie, donc de ces différents concurrents vraiment dans l'industrie, pas dans le secteur, voire même l'historique de la société, on est vraiment très bon. Si on regarde le bénéfice opérationnel, donc cette fois la marge par rapport au bénéfice net qui a été généré par l'entreprise, eh bien, on est également à 31%. On a une très faible baisse entre le bénéfice opérationnel et le bénéfice net, c'est vraiment excellent. Et une notion qu'on peut regarder un petit peu en plus, c'est le côté du free cash flow. Là, ça va être vraiment, du moment que l'entreprise a généré un bénéfice net, combien est-ce qu'elle va vraiment garder dans sa poche? Parce que ce bénéfice net va falloir
rembourser la dette, réinvestir, verser des dividendes, mais combien concrètement va rester dans les caisses, dans la trésorerie de l'entreprise? Eh bien là, on voit qu'on a un free cash flow, une marge sur free cash flow de 17%, ce qui est vraiment énorme pour une entreprise de cette taille. Et le ROIC, ce que je te parlais juste après, donc, enfin juste avant plutôt, les investissements donc, qui ont été faits par Google génèrent 31% de rendement tout simplement. Donc ils ont un retour sur les capitaux investis de 31%. Et si on descend un tout petit peu plus bas, on va avoir du coup cette comparaison, ce que je te disais juste avant, donc le ROIC par rapport, donc mis en comparaison avec le VAC. Parce que regarder uniquement le ROIC, c'est intéressant, mais ça ne va pas être représentatif de est-ce que l'argent crée de la richesse, est-ce que l'entreprise crée de la richesse, ou au contraire, est-ce qu'elle en détruit. Et là, en l'occurrence, sans surprise, on voit que Google crée largement de la richesse, tout simplement. Donc aujourd'hui, à mon sens, c'est sans surprise que Google vient se passer en tant que machine à cash. C'est littéralement une entreprise qui crée énormément d'argent et qui est extrêmement rentable. Deuxième entreprise, si on regarde du coup Nestlé, donc simplement ici on est sur le même principe. Donc là on va regarder du coup le ROIC par rapport au Weighted Average Cost of Capital. Donc on voit que de nouveau que l'entreprise est sur le long terme a créé plus de richesse par rapport au potentiel qui va être mis à disposition. Maintenant la partie qui va être un petit peu moins, comment dire ça, rentable que Google à proprement parler, c'est le côté des marges. Ici, on voit que la marge brute est quand même assez intéressante, 46%, mais la marge brute, c'est pas forcément un critère qui va nous intéresser quand on regarde la rentabilité. On va vraiment se baser sur la partie opérationnelle, qui est vraiment le cœur de business de la société, et voir deuxième niveau, le free cash flow. Et ici, on voit que l'entreprise a quand même moins d'argent qui lui reste dans sa caisse, et surtout si on se compare à son bénéfice vraiment opérationnel, donc le cœur de business de Nestlé, eh bien, on voit qu'il y a un petit peu moins d'argent qui reste dans la société. Et surtout, si on compare par rapport à l'historique, donc sur les 10 dernières années, eh bien, on voit tout simplement que du coup, sa médiane, alors elle était à 16,79 comparée à 16,4 aujourd'hui. On n'est pas sur une chute drastique, tu l'auras compris, mais on n'est pas forcément sur une croissance non plus. On a stagné et en plus de ça, 16%, c'est pas forcément énorme. En général, pour la partie opérationnelle, on va quand même aller chercher du 20-30%, idéalement au-dessus. Ça dépend toujours de la stratégie. Mais c'est pour ça que, à mon sens, Nestlé, c'est une entreprise que je mettrais sur le côté, en tout cas, profitable. C'est une bonne entreprise, il y a de l'argent qui est généré, mais ce n'est pas une machine à cash excessive comme on peut le voir par exemple avec Google. Take-Two, alors aujourd'hui on m'en parle énormément de cette entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a GTA 6 qui va sortir d'ici 2026 et donc j'ai beaucoup de messages en privé qui me disent ok, qu'est-ce que tu en penses de Take-Two? Est-ce que c'est une bonne entreprise ou pas? Bah, c'est l'occasion de le regarder et tu vois ici tout simplement sur le ROIC versus le VAC, hein, eh bien on voit littéralement que c'est une entreprise qui est challengeante sur le côté rentabilité. Je ne vais pas dire bénéficiaire, je ne vais pas dire déficitaire parce qu'on voit que ça va dépendre vraiment des années, mais ce n'est pas une entreprise qui est drastiquement déficitaire et qui est drastiquement en bénéfice. Mais on voit forcément que les investissements qu'ils ont fait, en tout cas depuis 2014, donc il y a une forte chute, ce serait intéressant de remonter un petit peu plus en arrière que 2014, mais en tout cas sur les 10 dernières années, on voit que c'est une entreprise qui est un petit peu instable au niveau de la rentabilité. Du moins, l'argent que nous, en tant qu'actionnaires, on met dans la société, eh bien, il ne va pas être consacré à créer réellement de la valeur. Et point qui fâche un petit peu plus, si on va regarder directement sur la rentabilité proprement parlée de l'argent qui a été, des produits-services qui sont vendus par Take-Two, eh bien simplement en marge brute, donc on a 55%, mais si on passe du coup sur la marge opérationnelle, marge nette, free cash flow, tu vois qu'on est, on est que en négatif en fait finalement, à moins 10%, moins 72% sur la marge nette. Il y a dû avoir j'ai pas creusé encore le dossier, hein, mais il y a dû avoir des éléments qui ont dû être payés ces dernières années, marge sur free cash flow moins 1%, et en fait c'est des éléments où tu peux aller dans les 30 ans de données financières ici sous free cash flow, tu peux voir en fait la croissance du free cash flow. On voit que sur les 10 dernières années, alors il ne met pas la médiane, c'est un petit peu dommage, mais tu peux voir que le free cash flow, voilà, il augmente de 3% sur 3 ans, sur 5 ans il est en déficit, et sur 10 ans il fait un petit peu les montagnes russes. Et on pourrait voir aussi sur le côté chiffre d'affaires, là on serait plus sur un niveau de croissance et pas forcément de rentabilité, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, sur la partie rentabilité, aujourd'hui, Take-Two, c'est en tout cas une entreprise qui est dans la partie déficitaire. Littéralement, si tu investis sur cette boîte aujourd'hui, c'est que tu donnes de l'argent pour qu'il soit détruit. En tout cas, en 2025, 25 octobre 2025, au moment où j'enregistre la vidéo. Entreprise suivante, du coup, Apple. Alors, simplement ici, donc tu vois que tac, tac, tac. Donc, il ne me laisse pas descendre. Voilà. Rentabilité, donc la partie marge brute, on a 46%. Opérationnel, 31%, ce qui est relativement vraiment, ce qui est vraiment élevé hein, pour une marge brute, une marge opérationnelle, excuse-moi. Marge nette, du coup, 24%. Free cash flow, on est à 23%. 23%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les milliards qui sont engrangés par Apple, 23% de ces milliards restent littéralement dans la trésorerie de l'entreprise. 23% de free cash flow, c'est franchement énorme pour une entreprise.
Et c'est ce qu'on peut voir aussi par rapport au reste de l'industrie, donc par rapport à ses concurrents directs, juste par rapport à cette partie industrie. C'est toujours intéressant quand tu compares une entreprise de ne pas regarder l'entreprise par rapport à ses concurrents dans le secteur, mais vraiment descendre d'un cran et d'aller voir en fait dans l'industrie. Et quand on regarde du coup par l'industrie, eh bien Apple est littéralement au-dessus de ses concurrents. Et si on regarde par rapport à ses marges historiques, donc sur les 10 dernières années, alors effectivement le free cash flow a baissé de 25,7% de rentabilité à 23,54%, donc 2% environ, c'est pas énorme, mais voilà, c'est pas non plus enfin, c'est difficile d'augmenter finalement cette marge en free cash flow, donc c'est pas un signe vraiment dangereux, hein, c'est pas parce que tu vois la barre ici en rouge que c'est catastrophique, mais on voit que pour le reste, les marges sont en croissance, ou du moins sont meilleures que sur il y a 10 ans. Et si on regarde du coup le ROIC par rapport au minimum que devrait, enfin le seuil minimum de rentabilité dans l'entreprise, eh bien on est largement au-dessus et surtout ça a augmenté puis ça stagne un petit peu. Alors là c'est un dossier que j'avais déjà traité un petit peu sur la chaîne, tu peux aller voir d'ailleurs, j'avais vendu cette entreprise, mais tu peux aller retrouver un petit peu l'analyse beaucoup plus complète par rapport à ça. Mais si on se penche uniquement en tout cas sur le côté rentabilité, Apple est une entreprise qui est extrêmement profitable. Ici du coup Apple à mon sens c'est aisément une machine à cash. Ensuite, on a PayPal. Alors, PayPal, du coup, c'est aussi une entreprise qui va avoir des bonnes rentabilités. On voit ici hein, donc la marge brute qui est donc à 46%, marge opérationnelle 19%, marge nette 14% et free cash flow 16%. Donc, qui est pour une entreprise du coup dans les paiements qui est un petit peu moindre en termes de rendement, hein, enfin de marge sur les free cash flow et puis les bénéfices nets par rapport à du coup Apple qu'on vient de voir et surtout par rapport au reste de l'industrie. Donc on va comparer cette entreprise PayPal par rapport à d'autres concurrents, on va dire, sur le secteur, et bien elle est un petit peu moins bien positionnée. Et si on regarde simplement le ROIC par rapport au Weighted Average Cost of Capital, donc de nouveau, on est de manière générale sur les 10 dernières années au-delà du seuil de rentabilité minimum que devrait atteindre l'entreprise pour faire gagner l'argent à ses investisseurs, même si voilà, ces dernières années, bon, on le voit peut-être la période 2022, effectivement, il y a eu peut-être un petit peu moins de paiements. Pourquoi bah, simplement Covid-19, donc les gens dépensent moins, donc il y a moins de transactions qui sont effectuées, donc effectivement, bah, cette année-là, l'entreprise engrange moins de bénéfices, donc forcément, bah, voilà, ça baisse un petit peu, mais c'est pas un signe vraiment comment dire ça, où on voit que ça a baissé. Enfin, la baisse, on va dire, est rationnellement expliquée. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, tu as compris, quoi. Il y a vraiment une explication derrière. C'est pas juste ça a baissé parce que le produit ou le service est en danger, il y a un concurrent, etc. Il y a eu le Covid, donc un petit peu moins de paiement, donc forcément, bah, ça a impacté un petit peu la rentabilité de la boîte. Et ici, simplement, par rapport en fait à ses concurrents, donc dans l'industrie, en fait, elle va dire qu'elle est un petit peu en dessous. Hein, si on regarde 53% par rapport à 46%, si on regarde ici sur la partie opérationnelle, c'est plus ce qui va nous intéresser. Donc on voit qu'on a une médiane de 17% par rapport à 19%, ouais, par rapport à. Ok, alors je ne sais pas pourquoi il met en orange ici. Et free cash flow, du coup, puis la marge nette, excuse-moi, tac, 14% par rapport à 14%. C'est simplement, elle est un petit peu moins rentable que ses concurrents. C'est juste que, enfin, de son sens-là, moi je la mettrais plutôt dans le côté profitable que vraiment une machine à cash pure. Surtout que la partie free cash flow et puis bénéfice net, on est entre 10 et 20%. Alors que si on peut aller chercher un petit peu plus que 20%, ce serait vraiment génial. Ensuite, on a du coup Air Liquide. Donc Air Liquide qui est du coup, voilà, quand on regarde le ROIC par rapport au Weighted Average Cost of Capital, on voit de nouveau que de manière générale, sur les 10 dernières années, on est quand même rentable, même si on est sur une pente assez descendante sur ces 2, 3, 4 dernières années. Et on regarde simplement en fait par rapport à la rentabilité de la boîte. Donc la marge brute, c'est de nouveau hein, pas quelque chose qu'on va vraiment, on prend juste l'information, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le côté marge opérationnelle, la marge nette et vraiment la marge sur free cash flow. Quand on voit le free cash flow, on est à moins de 10%. La marge nette, on est vraiment à 10%, ce qui est vraiment, à mon sens en tout cas, le minimum. 10% vraiment pour une marge nette, c'est à mon sens, c'est pas forcément, c'est pas assez important. Sur la marge nette, je vais vraiment aller chercher des entreprises qui sont en tout cas à 15-20% et idéalement, si le free cash flow suit aussi la même trajectoire que le bénéfice net parce que l'entreprise a optimisé ses process et puis il peut vraiment garder beaucoup d'argent en caisse, c'est vraiment le top. C'est pour ça que, à mon sens, Air Liquide, je le mettrais plus dans le côté rentable, dans le sens où on voit que bah, littéralement les marges nettes et puis free cash flow sont un petit peu basses et surtout bah, là, ces dernières années ça a un petit peu baissé. Et dernièrement, du coup, Tesla, ça c'est un cas vraiment intéressant parce que j'entends beaucoup, enfin on m'en parle beaucoup. De nouveau, marge brute, et là, alors de nouveau, c'est une information qui n'est pas forcément extrêmement utile, la marge brute, mais on voit qu'on est à 17%. Donc déjà, la première marge est excessivement faible. Et on regarde par rapport à l'historique, hein, on était à 19%, c'est pas non plus une grosse chute, mais par rapport de nouveau à ses concurrents, hein, si on regarde par rapport à l'industrie, on voit qu'on est clairement en dessous de ses concurrents. Et si on se concentre sur le bénéfice opérationnel, on descend à 5%, ce qui est excessivement bas, surtout quand on compare avec juste les bénéfices
nette des autres entreprises qu'on vient de voir. Et quand on regarde du coup la marge nette, on est à 5% également, et la marge sur free cash flow, on est à 7,15%. Donc il y a un petit peu plus, il va y avoir des revenus qui sont, ou bien du stockage en trésorerie qui a été mis entre deux, mais on est vraiment bas à ce niveau-là, et surtout, et c'est là où ça casse un petit peu, et bien si on regarde ce ROIC par rapport au VAC, et bien on voit que sur les 10 dernières années, on a eu un seuil de rentabilité qui était clairement en dessous, et ça fait aussi partie de la typologie d'entreprise qu'est Tesla. C'est littéralement une entreprise qui vend l'avenir, je vais le dire comme ça se formule pas vraiment comme ça, mais c'est un petit peu ça. Et les investisseurs qui vont sur ce type de boîte vont pour la promesse de on va changer le monde, mais pas réellement l'argent qui est généré aujourd'hui. Et on voit qu'il y a eu un début de rentabilité qui a été 2019, 2021, 2022, et ça s'est interrompu brusquement et ça a rechuté, et tu vois qu'on est de nouveau dans un seuil de rentabilité qui est négatif. Donc, à mon sens, c'est de nouveau, et c'est factuel plutôt, c'est une entreprise qui est vraiment dans ce côté déficitaire, où en fait, aujourd'hui, littéralement, si tu investis de l'argent sur Take-Two, Tesla, c'est que tu es OK. Je dis pas que les entreprises vont pas être rentables sur les années à venir, enfin les années à venir, que c'est un mauvais investissement, mais c'est qu'aujourd'hui, tu es OK de mettre ton argent dans des boîtes qui littéralement crament ton argent, vont littéralement prendre ton argent et le brûler en recherche et développement, vont le brûler en marketing, en nouveaux produits, en recrutant des ingénieurs, enfin ce genre de choses. Alors que si tu te diriges un petit peu vers le haut du panier, eh ben, littéralement ces entreprises vont continuer à aller chercher des nouveaux ingénieurs, refaire de la recherche et développement, accentuer le marketing, ce genre de choses. Mais en plus de ça, tu vas avoir le côté rentabilité. Tu sais que ton argent travaille correctement. Voilà pour du coup le classement un petit peu sur la rentabilité de ces différentes entreprises. Si tu as des questions sur les différents ratios qu'on a vus, et puis un petit peu ou si tu veux me challenger aussi sur les boîtes, comment est-ce que j'ai les classées, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, je réponds toujours avec grand plaisir. Si tu as des idées de prochains sujets de vidéo, si tu veux un épisode 2 avec le côté endettement, le côté valorisation, ou bien le côté croissance, pardon, eh bien c'est avec grand plaisir, et redis-moi simplement en commentaire si tu as aussi des suggestions de potentielles entreprises. Redis en commentaire, de nouveau en description, tu as une vidéo offerte qui t'explique toute la méthode et vraiment comment est-ce que j'applique et comment est-ce que je décortique finalement ces entreprises au-delà du critère simple de la rentabilité, mais vraiment aller voir le reste de la partie quantitative et aussi la partie qualitative. Tu as tout ça en description. Je te dis à la prochaine. C'était Jérémy. Ciao.